Donc lui, il est un représentant de l'État guinéen au sein de la dite société. Donc il y a souvent, ça tourne. Donc actuellement, l'actuel directeur vient de Total, qui est un Ivoirien. Et l'actuel directeur aussi de Vivo Énergie, c'est un Ivoirien. Donc ça veut dire qu'actuellement, dans ce secteur en Guinée, c'est pratiquement les Ivoiriens qui sont à la tête de plusieurs entités. Donc il est venu il y a pratiquement une année. Alors, il faut rappeler que depuis son arrivée, donc à chaque fois qu'un directeur arrive, il y a une charte qui est rédigée, qui balise en fait la voie, le fonctionnement et tout, les règles, les principes et tout. À côté de cela, ça s'adosse aussi au règlement intérieur de la dite entité. Donc, quand il est arrivé, il a été installé, il a trouvé une pratique qui était là. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les bonus de performance. Dans beaucoup de sociétés, quand la société fait des performances, il y a des bonus qui sont rétrocédés, payés aux travailleurs pour les encourager. Souvent annuels. Les bonus, ils sont souvent annuels. Donc, tous les directeurs généraux qui se sont succédés, ils ont mis en place, disons, cet état de fait. Ce mécanisme de motivation qui fait partie du management, naturellement. Donc, les travailleurs, il y a des bonus qui sont payés. Ensuite, à chaque mois de mai, mi-juin, on donne des imperméables aux travailleurs parce qu'il y a la saison hivernale qui arrive. Donc, sauf que l'actuel directeur, celui qui est arrivé il y a une année, il est venu, il a mis en place une politique de table rase. C'est-à-dire qu'il a remis en cause beaucoup d'avantages qui étaient déjà une réalité au sein de la Société guinéenne des pétroles. Notamment le cas des imperméables. Donc, il a fallu qu'il y ait des manifestations pour qu'à la dernière minute, qu'ils puissent s'exécuter selon les informations que nous avons reçues. Donc, ils sont allés jusqu'à mois de juillet pour que les imperméables soient disponibilisés. D'accord. Ça, c'est un. Deuxièmement... Les imperméables, à la base, c'est aussi des équipements de protection individuels, les fameux voilà. EPI. Justement. Donc, ça fait partie même de l'article 4 de la charte. Quand vous rentrez dans la société, à la déventure, vous allez voir que la charte est affichée. Donc, il y a la disposition 4 qui parle de la sécurité, des chaussures et tout. Donc, il a fallu qu'il y ait des manifestations. Donc les travailleurs ont dit, mais c'est inédit, ça ce sont nos droits, et ça c'est un devoir pour la direction. En effet. Et plus loin, il y a aussi le cas par exemple des bonus de performance. L'année dernière, il y a eu des gens qui ont fait valoir leurs droits à la retraite. Donc à la fin de l'année, ils sont partis, mais ils ont réclamé leur bonus pour leur désintéresser. Le directeur a dit non, on ne peut pas payer, ils ne sont plus là. Le syndicat a dit non, mais ils ont travaillé tout au long de l'année, même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, il faut payer. Et là aussi, il a fallu que ça crie pour que le directeur accepte à la demande. Donc, deuxième situation. Et troisième situation, il y a le cas des audits. À chaque fois, à chaque année, ils ont un audit qu'ils font. Ils recrutent un cabinet qui fait un audit. L'audit a été fait, donc souvent quand on fait des audits, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut apporter des corrections. Par exemple, il y a eu des problèmes qui ont été... ils ont attiré leur attention sur les dysfonctionnements au niveau du service comptabilité. Maintenant, après, le rapport a été produit, le directeur a convoqué une réunion. Quand il a convoqué une réunion, il a dit, bon, voilà le rapport, mais je suis de bonne foi, je m'engage à mettre à vos dispositions le rapport. Il dit, il y a des dysfonctionnements, il faut les corriger. Mais il y a aussi des parties où il a félicité les travailleurs, un travail de qualité a été fait. D'accord. Donc, il a promis de mettre à disposition le rapport pour divulguer, pour que les travailleurs puissent quand même prendre connaissance du rapport et corriger les dysfonctionnements. D'accord. Mais sauf que le rapport, il ne vient pas. Il ne vient pas, on le relance. Mais à chaque fois qu'il y a une réunion, séance tenante, il revient sur les dysfonctionnements, il condamne, il tape tout bon sur la table. Le syndicat a dit, mais monsieur le directeur, vous avez promis de mettre à disposition ce rapport-là. Vous ne l'avez pas fait. Et donc, malheureusement, ils ont attendu, ce n'est pas venu. Ce qui se passe, après, ils constatent qu'il y avait une pratique au sein de la société, ce qu'on appelle le mécanisme... En parlant du directeur général. Du directeur général. Le chèque en blanc. Qui a été institué par une ancienne directrice, il s'agit de Mme Caroline Royer, elle est française, elle a été directrice générale de la Société guinéenne des pétroles. Donc quand elle était là, c'est elle qui avait institué cette pratique. Par exemple, pour que l'argent sorte, il faut 2 signatures au niveau du décaissement à la caisse. Donc, soit il faut le PCA et le directeur général, ou si c'est le directeur général qui signe, ou la DAF. Maintenant, tout ce qui concerne aussi des décisions à l'interne,
il y a 4 responsables. Vous avez le directeur du service d'exploitation, le directeur général, le directeur général adjoint et madame la DAF. Donc c'est comme ça, ça fonctionne. Donc il y a une certaine collégialité pour éviter en tout cas une dissension à l'interne. Mais quand la décision doit maintenant être engagée, c'est le directeur qui décide à la fin, le directeur général, l'Ivoirien, monsieur Kouli. Des grandes gueules. Donc, monsieur Abel a constaté que les chèques en blanc, pourquoi ça a été institué? Parce que les directeurs voyageaient. Quand ils voyagent, pour ne pas que le service soit bloqué, on laissait un chèque. On signe, et quand il y a des dépenses engagées, automatiquement, le service comptabilité rempli et puis le décaissement est fait. Avec les risques que ça comporte. Ça risque que ça comporte. Et c'est ce qui a attiré mon attention. Et donc, le directeur a dit, mais je constate qu'à ce niveau, il y a des détournements, soupçons de détournement. Il dit, parce que si on laisse des chèques en blanc, ça veut dire que la personne peut mettre un chiffre, comme ça, à la volée, et puis l'argent peut sortir. Donc, il a attiré l'attention, mais il n'a pas convoqué une réunion. Il a porté plainte directement à la DPJ. D'accord. Il a porté plainte à la DPJ contre le service comptable. D'accord. Donc, qui doivent s'expliquer. Donc, les agents de la DPJ, automatiquement, le syndicat a été informé. Le syndicat a dit, mais monsieur le directeur, c'est en violation systématique de nos règlements intérieurs. Avant de partir porter plainte là-bas, il y a eu un audit qui a été fait. L'audit a été fait, il y a eu des remarques qui ont été faites pour dire, bon, c'est substantiel, il faut corriger. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller vers une reddition des comptes, il faut porter plainte. Donc, ils ont dit, normalement, on a des règles ici, c'est à l'interne d'abord. Quand il y a de tels problèmes, vous convoquez une réunion, vous partagez l'inquiétude et à l'interne, on trouve une solution pour pallier ce problème-là. Mais vous ne l'avez pas fait. Nous avons une responsabilité en cascade. Vous êtes allé directement porter plainte. Donc, les travailleurs ce jour-là ont menacé d'aller en grève, de débrayer. Ils ont arrêté toute activité d'ailleurs le jour-là. Quand ils ont arrêté les travaux, c'était exactement le 29 juillet. Pourquoi j'ai l'impression que tout n'est pas dit? Non, j'en viens. Tout ne me paraît pas dit. Justement, j'en viens. Le directeur à la tête de la Société guinéenne des pétroles, c'est certainement pas un novice. J'imagine qu'il sait comment ça fonctionne. Il était là, il est réparti, on a fait appel. Comment est-ce qu'il décide d'aller à la DPJ s'il n'a rien de concret? Justement, il dit qu'il y a des détournements. Il dit ce qui se passe, cette pratique, moi je ne peux pas cautionner. On ne peut pas laisser des chèques en blanc, on engage des dépenses comme ça. Il faut des justifs. Donc, entre-temps, madame, celle qui gère la DAF, elle avait voyagé pour des raisons de santé, mais le directeur a dit si elle a voyagé, c'est parce qu'elle veut se soustraire à la démarche. Donc, le 29 juillet exactement, il porte plainte. Il porte plainte, les travailleurs menacent d'aller en grève. Donc, on arrête les travaux ce jour-là. Ils attirent l'attention de l'inspection générale du travail. Ce directeur de l'inspection générale du travail vient, il se déporte là-bas. Ils ont une réunion séance tenante. Et sur la table, pendant qu'ils étaient en réunion, le directeur a dit, bon, écoutez, il y a même le colonel Amara qui m'appelle, il y a le ministre de la fonction publique qui m'appelle, il faut trouver une solution à ça parce que le service là, il est névralgique et tout. Il faut reprendre le travail. Donc, il y a eu un protocole d'entente qui a été signé. Donc, dans ce protocole d'entente, il a été demandé en plusieurs points. D'abord, il a été demandé au syndicat de renoncer à certaines exigences qu'ils avaient quand même posées sur la table pour dire qu'on ne pouvait pas accéder à tout ça. Donc, qu'est-ce qui a été retenu? Au niveau du protocole, là, le point 1, on a dit de la suspension de la procédure judiciaire donnant un mois minimum au comptable pour finaliser le travail. Donc, il a été demandé de donner un mois au comptable pour qu'il puisse justifier ses sorties d'argent avec les chèques en blanc. Donc, au lieu d'aller rapidement avec célérité porter plainte à la DPJ, quand il y a eu la réunion avec l'inspection générale du travail, il a été demandé, y compris le syndicat, le STG et tous les autres partis qui sont concernés par la crise, il a été demandé d'ajourner, de suspendre d'abord la procédure judiciaire en donnant un mois minimum au comptable pour finaliser le travail. Donc dans la résolution, il dit que vu que le processus n'est pas exhaustif, les parties conviennent de la suspension du processus d'audition pour un délai d'1 mois afin de permettre aux employés concernés de finaliser le travail. Donc, point numéro 2 dans le protocole d'entente, de la non-poursuite judiciaire, menaces et sanctions contre les employés pour le débrayage à la Société guinéenne des pétroles. Parce que ce sont quand même le syndicat qui a attiré l'attention par rapport à la crise. Donc, il a été dit, si nous sortons de ça, il ne faudrait pas qu'il y ait des représailles. Donc, il faut éviter quand même de licencier des gens parce que tout simplement, des gens ont attiré l'attention sur ça. Ça a été demandé. Point numéro 3, de l'annulation immédiate
du remaniement interne pour non-respect de la procédure. Normalement, chez eux, ils ont un principe. Quand un poste est vacant, au lieu de faire un appel d'offres externe, on fait d'abord un appel d'offres interne. Au niveau du service d'exploitation, il y a beaucoup d'universitaires qui travaillent là, qui ont des compétences, qui ont fait plusieurs années. Donc, de par le passé, la pratique, quand un poste est vacant, on priorise d'abord ceux qui sont à l'interne. On demande, est-ce qu'on a des profils de tel type, de tel type? Si oui, il y a des personnes qui expriment le besoin ou l'intérêt, donc ils postulent, ils sont recrutés. Mais sauf que le nouveau directeur, lui, il a bypassé ce principe. Il a dit, j'ai un pouvoir discrétionnaire, je suis le directeur général, ça fait partie de mon management, donc je peux nommer à ce poste des personnes qui n'ont rien à voir avec cette démarche que vous mettez en avant. Donc lui, il a fait un remaniement, c'est ce qu'on dit à l'interne, il a nommé d'autres personnes, il n'a pas suivi cette procédure-là. Donc le syndicat a attiré l'attention, mais l'inspection générale du travail leur a dit non, ça dépend du pouvoir discrétionnaire du directeur. Il peut le faire. C'est du management, vous n'êtes pas obligé de l'imposer ce principe. Ils se sont entendus là. Mais ce qui est quand même grave, c'est que ce sont les injures à l'interne. Le directeur, aujourd'hui, il a cette réputation. Quand actuellement entre lui et la DAF, il y a une tension, et je sais que c'est par rapport à ce détournement. C'est chèque en blanc. Et un jour, il a été demandé de payer les agents de sécurité. Avec la réserve, pour ceux qui nous écoutent, que, eu égard à la célérité de la situation, on reviendra sur le sujet avec l'avis du directeur général qu'il nous faudra absolument recueillir. Parce que la menace demandant son départ, c'est jusqu'au jeudi tard la nuit. Passer ce délai parce qu'ils ont demandé tout simplement à ce que le directeur soit renvoyé. Passer ce délai, ils vont débrayer et imaginer les conséquences pour le pays. Donc il fallait aller rapidement. Donc il a été demandé à la DAF de payer les services de sécurité qui sont déployés chez le directeur général. Mais sauf que pour tout paiement, il faut d'abord que ça adjoint un contrat. La DAF, elle ne peut pas payer une dépense s'il n'y a pas de contrat. Donc ils ont un contrat avec un agent, un service de sécurité. Mais sauf que ces services de sécurité sont postés au niveau du port, au niveau du dépotage, pas chez le directeur, à son domicile. Donc il a demandé à ce qu'on paye la prestation des agents de sécurité qui sont chez lui. La DAF a demandé, mais monsieur le directeur, il faut que j'ai le contrat. Donc il a dit, mais non, il n'y a pas de, on a un contrat déjà, les gens sont déployés au port. Il dit non, ça c'est pour le service et au port. Mais chez vous, on n'a pas de contrat. Il a dit non, mais vous payez. Elle a dit, je ne peux pas payer. Donc il y a eu des injures. Il a menacé. Il aurait menacé, selon les informations qu'on reçoit, il y a eu des injures, il a menacé. Et donc, ce n'est pas une première, souvent c'est des injures. Alors qu'il y a une disposition à l'interne sur leur charte qui condamne cela, notamment l'article 4 qui dit, je vais lire l'article 4, il dit sécurité et protection des employés. Par rapport aux mesures de protection, on dit que dans le cadre de la relation du travail et lors de l'exécution de leurs fonctions, la société assure la protection de ses travailleurs contre toute forme d'offense, d'injure et de menace, ainsi que contre toute tentative qui irait dans ce sens. Très bien. La société prendra toutes mesures utiles pour faire cesser ces troubles, y compris en engageant, si nécessaire, des poursuites judiciaires. Très bien. Donc, le directeur qui est aujourd'hui accusé d'injurier ses travailleurs, de les menacer, et donc aujourd'hui, il y a une charte que lui-même, il a paraphée, et ce qui est quand même grave dans cette charte, en bas, elle a été rédigée, vous avez 4 signateurs, mais sauf que Madame la DAF n'a pas signé. Donc, vous avez le directeur général qui a signé la charte, vous avez le directeur général adjoint qui est un Guinéen qui a signé la charte. Vous avez le directeur du service exploitation qui a signé. Mais là, madame n'a pas signé. Donc j'ai demandé pourquoi elle n'a pas signé. Ils ont dit tout simplement qu'elle n'a pas été impliquée dans la signature. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, entre elle et le directeur général, il y a une tension. Il y a une tension qui est là. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement s'implique et le président du conseil d'administration, parce que c'est le conseil d'administration qui prend les décisions, qui est aujourd'hui dirigé par M. Doumbouya, qui est le directeur général du SONAP. Très bien. À ce niveau, il y a une tension en l'air, donc je pense qu'il faut trouver rapidement une solution pour ne pas qu'on débraye, parce que si on débraye, je vous assure, la ville risque d'être bloquée parce que le carburant vient de là-bas. Voilà, le carburant, c'est un peu le nerf de la cité. Ah, mais c'est quand même, c'est tout de même curieux, cette comptable, finalement tous les travailleurs sont derrière elle, et quand même le directeur général va poser un acte fort, c'est celui de demander à la DPJ d'intervenir sur les process. On peut en discuter, mais on ne va pas crier au feu alors qu'il n'y a rien, Roby. Non, mais ce que je veux, ce que je veux plutôt souligner, c'est le climat délétère
qui existent finalement dans cette institution. Et de part et d'autre, je pense que les responsabilités doivent être situées. C'est vrai qu'il est le directeur général, il a plein pouvoir de certaines actions, mais il a quand même à respecter certaines règles. En attendant de l'écouter. Oui, je parle sous réserve. C'est très important. Non, je parle sous réserve pour l'écouter. Partant des explications de Djiba qui a quand même mené un certain nombre d'enquêtes, s'il s'avère que ce qu'il dit sont bien évidemment des éléments avérés, on parle d'injures, on parle d'arrogance, on parle de menaces, etc. Laissons un peu le côté un peu administratif. Déjà, la posture du directeur, c'est le manager. C'est celui qui rassure. C'est celui qui mène une équipe. Alors, à partir du moment où tu as un climat pareil, un climat non convivial entre les travailleurs et toi, bien évidemment que ça va influer sur le fonctionnement et la performance de la société. Et aujourd'hui, le syndicat fait de la voix parce que tout simplement, le directeur est à un certain niveau, a des manquements graves parce que je ne peux pas comprendre qu'on parle d'injures à ce niveau-là. Ça, c'est pas un rôle d'un directeur. Si c'est avéré. Voilà. Je dis encore une fois, si c'est avéré. Oui. J'ai commencé par dire mes propos sous réserve. Parce que moi, c'est ce qui m'étonne. Sous réserve de son en Guinée, quand tout le monde est avec toi. La brutalité. Parce que la brutalité du communiqué. C'est que tu es très gentil. Non, mais attention. Non, c'est ce que je pense. Non, là, oui, c'est ce que tu penses. C'est souvent ça. Surtout avec les finances. Quand tout le monde est derrière toi, autour des finances, c'est que tu es très gentil. Oui, mais attention, souvent, c'est attention, je prends la jurisprudence d'une certaine banque. Ici, je prends la jurisprudence de Afriland Bank. Hein. Je prends la jurisprudence. Et quand même, il y a une chose, il faut rappeler que ça fait 11 mois maintenant qu'il n'y a pas la dotation en tenue. Ben voilà. Donc on nous invite même d'aller, quand vous arrivez, vous voyez des gens qui sont tenus aujourd'hui, qui sont complètement rabougris. Ils demandent, parce que c'est aussi une pratique là-bas. Chaque année, il y a des tenues quand même qui sont données. Et jusque-là, les tenues n'ont pas été libérées. Et ça aussi, on le reproche au directeur. Donc, non seulement les injures, mais aussi question de gouvernance. Très bien. Je pense que demander son départ, pour moi, c'est excessif. Mais il faut que, la présidence, le directeur de la SONAP, qui est le président du conseil, se fasse entendre. Parce que dans le courrier, il y a une ampliation. Et ils sont saisis. Mais jusque-là, c'est l'USTG seulement à travers M. Sow qui réagit, qui parle. Je pense qu'il ne faudrait pas accepter de garder le silence et minimiser le problème. Oui, mais attention. Rapidement, parce que Jacques a entendu aussi un représentant syndical. À un certain niveau, lorsqu'un directeur général commence à dire « tel m'a appelé », c'est-à-dire au perché, tel m'a appelé, ça en dit long sur la collision qu'il peut avoir avec tel ou tel, qui explique parfois son attitude, encore une fois sous réserve de l'écouter. Ou même sa prétention de faire croire qu'il a les relations, voilà, etc. Ce qui lui donne droit à certaines excessives. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce sur quoi nous devons absolument nous attacher, c'est les revendications, les éléments de revendication du syndicat qui expliquent un certain nombre de manquements. Je veux parler des équipements, etc. Ce qui est tout à fait pas normal. Ouais. Si c'est le cas, je pense que le directeur doit pouvoir doter ses travailleurs des équipements adéquats pour leur permettre d'exercer à mieux leur activité. Quant aux questions mais tu vois, ça par exemple, ça interpelle. Tu me parles d'11 mois, si c'est le cas, ça aurait dû interpeller l'inspection générale du travail, qui doit veiller à ça, parce que c'est pas bon pour un travailleur dans ce secteur-là. Absolument. Mais le ministre aussi, aujourd'hui, doit se faire entendre. Sur le travail, oui, allez-y. Ce que j'entends, et évidemment, tout ceci reste à vérifier. On parle de harcèlement. Peut-être que c'est général. C'est peut-être tout ce que Djiba vient d'expliquer, que ces syndicalistes résument un harcèlement contre une dame. Moi, on m'a dit une dame. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment la DAF. Et l'affaire a été portée à la connaissance du PCA, semble-t-il. Et le PCA a reçu le directeur général pour l'entendre. Mais au dire des syndicalistes, il n'aurait pas reçu la dame pour entendre sa version. Tout ceci reste à vérifier tout naturellement. Mais je crois qu'au sein aussi du syndicat, il y a un groupe qui ne voudrait pas aller avec autant d'énergie à la revendication, sans pour autant tenter, n'est-ce pas, toutes les voies possibles pour éviter qu'il y ait une crise qui va bien entendu déborder. Parce que si il décide de ne pas travailler, c'est
une crise qui va s'enchaîner ici à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. L'autre chose que je voudrais souligner, ça c'est sur le constat tout simplement. Il y a des statuts donc de la société qui font que celui qui est majoritaire, c'est celui qui désigne le directeur. Là, nous sommes avec Total, qui est donc l'actionnaire majoritaire et qui a donc la possibilité de choisir son directeur. Il peut donc le choisir ici, il peut le choisir ailleurs. Je crois, même si on est souvent, parce que c'est le malheur pour notre État, d'être parfois minoritaire dans certaines sociétés, mais on peut en revanche travailler sur les statuts de manière à ce que même si c'est Total par exemple qui devrait choisir le directeur, qu'il le choisisse en Guinée, puisqu'il y a des compétences aussi ici, il y a des Guinéens qui travaillent à l'intérieur. Le problème que ça pose, c'est quoi? Vous avez là, au-delà de tout ce qui a été dit, vous avez souvent ces remarques qui peuvent venir des nationaux qui sont nombreux et qui peuvent se dire pourquoi lui il nous le fait. Peut-être qu'il le fait parce qu'il n'est pas guinéen. Il y a ce type de considérations souvent qui apparaissent. Et surtout qu'on est quand même dans un pays où on parle de plus en plus du contenu local. Le contenu local, ce n'est peut-être pas dire mettez les médiocres, même si on n'a pas de compétences. Maintenant, pour la gouvernance dans le secteur des pétroles, je crois que nous avons aujourd'hui cette possibilité. Évidemment, je ne suis pas pour qu'on dise parce qu'on a des problèmes à l'intérieur, le problème c'est le directeur, il faut l'enlever. Il y a les statuts qu'il faut respecter. Celui qui l'a nommé, c'est peut-être vers lui il faut aller pour voir comment vous pouvez avoir des aménagements nécessaires. Très bien. Autant de préoccupations, Diadia, à devoir quand même éplucher avant d'aller à une décision définitive. D'évincer le directeur, notamment. Je pense qu'il y a des paliers à franchir en pareille circonstance. Je pense qu'il y a des textes qui, sur la base desquels il faut fonctionner. On ne peut pas arriver avec une certaine arrogance à la tête d'une structure, surtout pour quelqu'un qui est chargé de gérer le management d'une telle entité qui est quand même, qui n'est pas la moindre pour le pays. Je pense qu'il faut essayer. Heureusement que les syndicalistes sont dans la danse, ils sont mêlés, ils savent comment est-ce qu'il faut faire. Mais en cas de menace, en cas d'injure, je ne peux même pas comprendre qu'on en arrive à des injures ou à des menaces contre des personnes, contre des travailleurs dans une entité. C'est là, normalement, le rôle des syndicalistes, mais aussi de l'inspection générale du travail. Mais on a vu des cas en Guinée. Généralement, en Guinée, l'inspection générale du travail ne joue pas son rôle. L'inspection ne joue jamais son rôle, ou bien quelquefois il est arrivé à des moments où elle a même été dénoncée d'être corrompue quelquefois. Oui, exactement, Diadia. Ce que Diba évoquait sur les équipements de protection individuelle. C'est élémentaire. Vous êtes dans un autre pays, vous êtes frappé tout de suite d'amende. Et vous payez. La vie du travailleur, pour travailler, il faut être bien en vie, il faut bien se porter, il faut pouvoir avoir les équipements qu'il faut pour pouvoir bien faire son travail. On a vu ce qui est arrivé à des travailleurs d'un hôtel ici, à un moment donné, où on a eu Mme Asma Oba Doukouré qui a couru pratiquement dans tous les sens. C'était Sheraton. C'était Sheraton pour essayer de rétablir ces travailleurs à cause d'un pot de fleurs. On a carrément licencié des gens parce que quelquefois, ces expatriés qui viennent ici, ils voient la façon dont les travailleurs sont traités. Vous avez vu quelquefois même quand l'entité propose un salaire qui est très élevé, c'est des Guinéens qui vous disent non, ça c'est trop, il faut diminuer. Alors que à compétence égale, que vous soyez expatrié ou guinéen, on devrait traiter les travailleurs au même pied d'égalité. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. Il faut éplucher les problèmes qui sont cités dans cette situation-là, savoir ce qu'il en est. S'il y a une dose d'arrogance, s'il y a eu des menaces, des injures, c'est là que l'inspection doit intervenir et les syndicalistes dans ce cadre-là seraient pleinement dans leur rôle pour que les concernés, parce qu'on ne souhaite pas qu'il y ait une crise à la SONAP, parce que ce serait vraiment à la dommage. SGP. À la SGP, j'allais dire. À la SGP, ce serait vraiment dommage parce que vous savez ce qui pourrait en découler. À supposer qu'on en arrive là, j'espère qu'on ne va pas y arriver, qu'on saura trouver vraiment une solution à la crise avant que les travailleurs ne décident d'aller en grève. Très bien, on parle de travail, on parle de fonction publique, on parle d'acteurs publics aussi. Et ça tombe si bien, le ministre du Travail et de la fonction publique est notre invité de ce matin. Tout à l'heure, nous ouvrons ce débat avec lui et c'est derrière ceci.